Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un truc qu'on fait tous les jours sans vraiment y penser. La lecture. Et surtout, comment on pouvait le faire beaucoup, beaucoup mieux. Exactement. On va se baser sur le guide de Tony Bouzin sur la lecture rapide. Mais attention, l'objectif, c'est pas juste de tourner les pages plus vite pour frimer, hein. Non, l'idée, c'est de comprendre comment notre cerveau et nos yeux sont censés marcher ensemble et pourquoi, pour la plupart d'entre nous, ça ne marche pas si bien que ça. Pour donner une idée du potentiel, il y a ce chiffre qui est juste complètement fou. Anne Jones, championne du monde de lecture rapide, a lu le dernier Harry Potter. Le gros, là, le dernier tome, Oui, un pavé de plus de 600 pages en 47 minutes. Ça fait du 251 mots par minute. c'est presque inimaginable. Pour comparer, la plupart des gens lisent entre 200 et 240 mots par minute. Elle lit donc à peu près 20 fois plus vite que la moyenne. C'est dingue. Et c'est justement la question qui est au cœur de tout ça. Est-ce que c'est une sorte de magie ou est-ce que c'est une compétence qui s'apprend? C'est ça. Le livre de Buzyn, lui, soutient que non seulement c'est possible d'aller beaucoup plus vite, mais qu'en plus, et ça c'est le plus surprenant, ça améliore la compréhension. Ce qui semble totalement contre-intuitif. Complètement. Notre mission, du coup, c'est de voir si cette promesse, elle tient la route en déconstruisant un peu tout ce qu'on croit savoir sur la lecture. Bon, alors par où on commence? J'imagine qu'il faut déjà redéfinir ce que lire veut vraiment dire. Pour moi, c'est simple, hein. Je vois des mots, mon cerveau les décode, et puis voilà. Tu que Buzan fait exploser. Ce que tu décris là, c'est à peine la première étape d'un processus qui en compte 7. Attends, 7, cette étape, ça me paraît énorme pour un truc qu'on fait de manière automatique. Et pourtant, la première, c'est l'identification, la reconnaissance des symboles, des lettres, ce qu'on apprend au CP, quoi. D'accord? La deuxième, l'assimilation. C'est un processus purement physique, la lumière qui se réfléchit sur la page, qui entre dans l'œil. Ok, le mécanisme de base. Voilà. La troisième, c'est la compréhension interne. C'est là qu'on commence à lier les mots entre eux pour piger le sens de ce qui est écrit dans le texte. D'accord, jusque-là, ça me va. C'est ce que j'appellerais la lecture brute. On déchiffre, on absorbe. Mais il en reste 4. C'est là que ça doit devenir plus subtil. Exactement. La quatrième étape, c'est la compréhension externe. C'est le moment où le cerveau relie ce qu'il est en train de lire à tout ce qu'il sait déjà. Ah, à d'autres livres, des expériences perso, des conversations. Tout à fait. C'est ce qui fait que deux personnes peuvent lire la même phrase et ne pas lire du tout la même chose. Leur vécu est différent. Ok. C'est là que la lecture devient une expérience personnelle et plus juste une absorption d'infos. Précisément. Ensuite, la cinquième et la sixième, très importante, la mémorisation, donc stocker l'info, et la récupération, la capacité à aller la rechercher plus tard. Ah, mais ça change tout de séparer les deux. Ça explique pourquoi on peut lire un article, le trouver super intéressant et être incapable de le résumer 2 jours après. C'est ça. L'étape 5 a marché, mais la 6 est en panne. C'est un problème complètement différent en fait. Et enfin, la septième V, la communication. C'est l'utilisation qu'on fait de cette info. En débattre, l'intégrer dans un projet. Sans ça, l'info reste un peu lettre morte. Quand on voit tout ça, on comprend mieux pourquoi le livre liste près de 30 obstacles à la lecture. Des trucs évidents, comme la fatigue, mais aussi la subvocalisation, le fait de dire les mots dans sa tête. Ou la régression, cette manie de revenir en arrière sur la ligne. C'est ça. On a l'impression que toutes nos habitudes sont conçues pour saboter l'une de ces étapes. C'est exactement ça. On nous a appris à lire lentement, mot à mot, en pensant que c'était la clé pour bien comprendre. Et Buzan dit que c'est justement cette lenteur qui empêche le cerveau d'aller plus loin. Ok, donc si notre façon d'apprendre est mauvaise, qui a découvert comment bien faire? Je m'imagine un chercheur en neurosciences. Pas du tout. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. L'origine de la lecture rapide, ça vient du domaine militaire en pleine Seconde Guerre mondiale. Quoi? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quel est le rapport? Le problème était simple et vital. Les pilotes de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, avaient du mal à identifier les avions en plein ciel. Ah oui, ami ou ennemi. Exactement. Distinguer en une fraction de seconde un Messerschmitt allemand d'un Spitfire allié, c'était une question de vie ou de mort. Et certains pilotes n'étaient pas assez rapides. Et donc, ils ont cherché un moyen d'entraîner leur perception visuelle à haute vitesse. C'est ça, ils ont inventé un appareil, le tachystocope. C'est une sorte de projecteur qui peut flasher une image pendant une durée très très courte, jusqu'à un 100 centième de seconde.
Et ils ont projeté des silhouettes d'avions aux pilotes? Voilà. D'abord assez longtemps, puis de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et ça a marché au-delà de toute espérance. Les pilotes sont devenus incroyablement performants. Mais le lien avec la lecture? Il vient des chercheurs qui observaient ça. Ils ont eu cette intuition géniale. Si l'œil et le cerveau peuvent être entraînés à voir et identifier une forme complexe, comme un avion en une fraction de seconde, pourquoi est-ce qu'ils seraient limités à lire un seul mot à la fois? Ah, d'accord. Le saut conceptuel, c'est de se dire qu'un mot, ou un groupe de mots, c'est juste une forme, une image, comme un avion. Précisément. C'était la naissance de l'idée que notre capacité de lecture était massivement sous-exploitée. On apprend à nos yeux à ramper alors qu'ils sont capables de voler. Cette histoire des pilotes est incroyable. Ça prouve que l'entraînement visuel, ça fonctionne. Mais pour l'appliquer à la lecture, il faut comprendre ce que nos yeux font. J'ai toujours cru qu'ils glissaient sur la page. Apparemment, c'est pas ça du tout. Non, c'est une illusion totale. En réalité, tes yeux se déplacent par petits sauts très rapides, des saccades. Et entre chaque saut, l'œil s'immobilise. C'est la fixation. Une micro-pause. Et c'est le point fondamental. Le cerveau n'absorbe l'info que pendant cette fixation. Pendant le mouvement, la saccade, il est comme aveugle. C'est du temps perdu pour la lecture. Donc si je veux lire plus vite, le but n'est pas de faire des sauts plus rapides, mais de faire moins de sauts et d'absorber plus d'infos à chaque arrêt. C'est une grande partie du secret. Et ça met en lumière les deux pires habitudes qu'on a. La première, c'est la régression, le retour en arrière. Ah oui, ça je le fais tout le temps. On lit et hop, les yeux repartent en arrière pour vérifier. C'est un manque de confiance en fait. Totalement, sauf que le livre avance à un chiffre étonnant. Dans 80% des cas, si on empêche quelqu'un de régresser, il se rend compte qu'il avait parfaitement compris du premier coup. C'est plus un tic nerveux qu'une nécessité. Voilà. Et la deuxième mauvaise habitude, c'est de faire une fixation par mot, alors que notre œil peut très bien en voir 3, 4 ou voire 5 d'un seul coup. Et quand on combine les deux défauts, la perte de temps doit être énorme. L'exemple du livre est frappant. Prends une ligne de 12 mots. Un lecteur moyen qui fixe chaque mot et revient en arrière va mettre environ 7 secondes. D'accord. Un bon lecteur, lui, va faire seulement 4 fixations de 3 mots sans revenir en arrière. Temps de lecture, 1,5 secondes. On passe de 7 à 0,5 secondes. Waouh. C'est une accélération de plus de 350%, juste en corrigeant ces deux habitudes. C'est colossal. Ok, mais ce chiffre de 80% de compréhension sans revenir en arrière, ça me semble un peu optimiste. Si on me donne un texte juridique ou un essai de philo, j'ai l'impression que je perdrais le fil si on m'interdisait de le faire. C'est une très bonne objection. Buzan dirait que c'est une question d'entraînement, de confiance progressive. Personne ne dit de commencer par lire Kant à 1000 mots par minute. D'accord, il faut y aller par étapes. L'idée, c'est de commencer avec des textes plus simples pour rééduquer son système œil-cerveau, pour lui réapprendre à faire confiance à sa première impression. Le cerveau est bien plus doué qu'on ne le croit pour déduire le sens du contexte. C'est une citation du livre qui résume bien ça. On a découvert que le cerveau humain assimilait les informations bien plus aisément lorsqu'elles étaient regroupées en éléments significatifs. En gros, lire trop lentement, mot à mot, c'est comme regarder une photo pixel par pixel. C'est l'analogie parfaite. On perd l'image d'ensemble. Et ça nous amène à la pièce maîtresse du puzzle, le cerveau lui-même. Oui, on a parlé des yeux, de la technique, mais le cerveau, lui, il doit pouvoir encaisser ce déluge d'infos. Il n'y a pas un risque de surchauffe? C'est tout le contraire. Le livre est très clair là-dessus. On sous-estime de manière dramatique les capacités de notre cerveau. Buzan rappelle qu'il contient 100 milliards de neurones. Sa capacité de calcul est bien supérieure au plus gros superordinateur. Et donc, Et donc, en le nourrissant au goutte à goutte, mot par mot, on ne le stimule pas, on l'ennuie. Et un cerveau qui s'ennuie, c'est un cerveau qui décroche. j'adore cette idée. Nourrir son cerveau trop lentement, c'est l'inviter à aller voir ailleurs. Ça expliquerait pourquoi, parfois, on a besoin de relire 3 fois le même paragraphe. Exactement. L'esprit était parti en vacances pendant la lecture. Et cette puissance cérébrale nous amène à combattre une autre idée reçue, le déclin inévitable avec l'âge. Ah oui, l'idée qu'on devient moins bon en vieillissant. Le livre cite l'étude du docteur Marion Diamond qui a démontré qu'un cerveau sain et stimulé ne perd pas de cellules de manière significative en vieillissant. C'est même l'inverse. L'intelligence peut s'accroître. Exactement. Un cerveau actif continue de créer de nouvelles connexions. Sa complexité et donc son intelligence peut augmenter avec l'âge. C'est une perspective vraiment optimiste. La lecture rapide dans ce cas, c'est plus qu'un truc pour gagner du temps, c'est de la musculation pour le cerveau. Voilà. Et c'est là que les fameuses mind maps, les cartes heuristiques, une autre invention de Buzan, prennent tout leur sens.
Ce n'est pas juste un gadget? Non, c'est la suite logique. Si on entraîne nos yeux à capter des blocs de sens, pourquoi on continuerait à prendre des notes de manière linéaire, mot après mot? C'est contre-productif? Une carte heuristique, avec ses branches, ça imite visuellement cette lecture par concept. Ça connecte les idées de la même manière que le cerveau est censé le faire. Donc, la méthode de lecture et la méthode de prise de notes se renforcent l'une l'autre. On absorbe l'info de manière non linéaire et on la réorganise de manière non linéaire. La boucle est bouclée. C'est une approche globale de l'apprentissage. C'est pour ça que des entreprises comme Nabisco ou Digital Computers ont utilisé ces techniques pour former leurs cadres. Le gain, c'est pas juste en vitesse, c'est en capacité d'analyse et de synthèse. Bon, si on fait le bilan, les points clés sont assez forts. Premièrement, lire, ce n'est pas une action simple, c'est un processus en 7 étapes. Et la plupart d'entre nous butent sur les premières. Deuxièmement, nos bonnes habitudes de lecture comme lire lentement, mot à mot, Mhm. sont en fait les principaux freins. Ce sont des béquilles qui nous empêchent de courir. C'est ça. Et troisièmement, le secret, ce n'est pas d'avoir des yeux magiques, mais d'entraîner notre système œil-cerveau à fonctionner comme il devrait. C'est une rééducation. Le message final du livre est vraiment encourageant. Ce n'est pas une capacité innée, c'est une compétence qui se travaille. Il propose des tests pour s'évaluer, avec des paliers clairs, de mauvais lecteurs à excellents lecteurs qui dépassent les 1000 mots par minute. Et selon lui, ce chemin est accessible à tous. On a donc vu comment absorber l'emploi plus vite, mais pour finir, ça m'amène à une autre question. Je t'écoute. Dans un monde qui est saturé d'informations, où l'on est bombardé de textes, de rapports, est-ce que le véritable enjeu, c'est seulement de lire plus vite? Ou est-ce que cette nouvelle capacité ne fait que déplacer le problème? C'est-à-dire, La vraie compétence de demain, ne serait-ce pas plutôt notre capacité à faire des liens critiques, des liens créatifs, entre toutes ces idées qu'on peut maintenant assimiler si rapidement? c'est une excellente question pour la suite. La lecture rapide, selon Busan, libère du temps et de la capacité mentale. La question n'est plus comment lire plus, mais quoi faire de tout ce qu'on a lu. Et c'est peut-être là que le véritable travail intellectuel commence.